Retournons au village de Poulfétan pour voir comment vivent les paysans de Louis XIV. Voici à quoi ressemble une maison de village. Un toit de chaume et un intérieur qui ne compte qu'une seule pièce. Mac, toujours accompagné de Marjolaine, s'est invité à dormir dans la famille de Fabian, un paysan du XVIIe siècle. Il est 19h, la nuit vient de tomber. C'est le moment du coucher. Fabian, où sont les chambres? Mais nous sommes dans la chambre, Mac. Regarde, les murs de notre maison ne sont pas extensibles. Du coup, de la grande pièce à vivre sert de cuisine, sert de pièce à manger, mais également de chambre. On dort tous ensemble? On dort tous ensemble. Et voilà, ici, derrière, ton lit que nous partagerons tous les deux. Dans la plupart des maisons rurales de l'époque, on vit ensemble, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une pièce commune autour de laquelle s'organise la vie. Il y a un foyer, donc une cheminée sur laquelle on va faire cuire la soupe. On vit autour, on mange autour, on dort ensemble. C'est une vie en communauté qui diffère beaucoup de notre vie actuelle. Marjolaine, c'est une expérience. Vous voulez pas dormir avec nous? Non, je vous remercie, je vais vous laisser dormir. Et je vous dis à demain. Bon, au moins, on va se tenir chaud, on n'aura pas froid. On va se tenir chaud, et l'hiver, quand vraiment il fait froid, eh bien, on fait également rentrer les animaux. À ce moment-là, on profite de la chaleur animale pour contribuer à chauffer la maison, même titre que la cheminée. Bon, ben... Eh bien, allons-y. Préparons-nous pour la nuit à ce moment-là. On a des pyjamas? Comment ça se passe? Eh bien non, c'est la chemise que l'on porte toute la journée. En fait, c'est la chemise du jour et également de la nuit. Dans la ferme de Fabian, il y a 2 lits séparés. C'est un véritable luxe. Car bien souvent, dans les familles pauvres, il n'y a qu'une paillasse sur laquelle peuvent dormir jusqu'à 5 personnes. Oh, mais c'est de la paille! Oui, les matelas sont en paille. Voilà, c'est ce qu'on appelle une paillasse. Mais attendez, j'ai pas la place de m'allonger. On dort pliant de assis? Oui, on dort quasiment assis. Ah bon? Et en même temps, ça évite que le diable ne rentre par la bouche et envahisse tout le corps si on est plié en 2. D'accord, c'est la mode de l'époque. Oh, remarquez, ça rappelle un peu un train couché de 2 secondes, mais... La paille, c'est un peu dur quand même, hein? Non, en fait, il suffit de tasser un petit peu et en fait, notre corps va trouver les bons recoins. Bah, on est pas mal, hein, je vais vous dire. Bonne nuit, Mac. Bonne nuit, Fabian. Majorité des Français mangent du pain ou des bouillies, mais dans des proportions beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Il faut s'imaginer que un paysan à l'époque mange à peu près par jour 1,5 kg, 2 kg de pain. Donc c'est ce qui constitue la base de son alimentation. Le pain a une place centrale, car les céréales dont il est fait sont faciles à cultiver en été et à conserver tout l'hiver. Mais cette agriculture ne met pas les paysans à l'abri du manque de nourriture. Sans engrais, les rendements sont bien entendu beaucoup plus faibles. Pour un grain de blé semé, on récoltait à l'époque 12 fois moins. C'est-à-dire à peine de quoi tenir toute une année jusqu'à la récolte suivante. Et donc si on avait des conditions météorologiques qui n'étaient pas favorables, c'est-à-dire par exemple un printemps pluvieux, c'était la ruine des récoltes et on manquait très rapidement de pain. Le pain lui-même est bien différent du pain blanc d'aujourd'hui, qui à l'époque est réservé aux bourgeois et aux nobles. Ce pain, c'est un pain marron, brun, donc à base de seigle, qui se cuit une fois par semaine. Donc on consomme des espèces de grandes roues. Ça sent bon. Fabian, qu'est-ce qui est en train de cuire? La soupe. La soupe, c'est un élément courant chez les paysans? Ah, c'est l'alimentation de base avec le pain. Alors Fabian, qu'est-ce qu'on met dans cette soupe? Ce que l'on trouve, dans le potager. Comme aujourd'hui, les Français du XVIIe siècle font 3 repas par jour. Le premier au lever du soleil, le dîner aux alentours de midi et le souper, repas le plus copieux, à la tombée de la nuit. Au menu, carottes, poireaux et des légumes un peu oubliés aujourd'hui, comme le panais. On pourrait peut-être rajouter une pomme de terre, non? Ce serait meilleur? Ah, mais non, on ne peut pas, Mac, parce qu'au XVIIe siècle, on ne sait pas du tout comment cuisiner la pomme de terre. Pas possible. Regardez, croquez dedans pour voir. Comme ça, cru? Oh, dégoûtant. Mais c'est exactement la réaction qu'ont eu les hommes du XVIIe siècle quand ils ont découvert ce légume rapporté du Nouveau Monde par les Espagnols. Ils n'avaient pas l'idée de la faire cuire? Non, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que les Français apprennent à cuisiner la pomme de terre grâce à un monsieur dont vous connaissez forcément le nom. Parmentier. Exactement. Et donc, en attendant, à quoi sert la pomme de terre? À nourrir les cochons. Exclusivement, quel dommage.
À cette époque, l'assiette du paysan est quasi végétarienne pour des raisons économiques, mais aussi religieuses. Alors, je dirais qu'il manque, à mon avis, peut-être juste un petit morceau de viande, quoi, pour donner un peu de goût. Ah mais attention Mac, parce que l'Église interdit de manger de la viande 1 jour sur 2 au XVIIe siècle. 1 jour sur 2? 1 jour sur 2. Mais comment est-ce possible? L'Église, elle contrôle les consciences et notamment elle contrôle la consommation de viande, qu'elle interdit 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi, puis aussi pour les fêtes religieuses, et notamment avec le carême, 46 jours sans viande, ce qu'on appelle les jours maigres. Et toutes ces interdictions cumulées font qu'il y a pratiquement 1 jour sur 2 dans l'année où on ne peut consommer de viande. Cochon. Cochon. Voilà. Bon, alors, les autres jours, ceux où on a le droit de manger de la viande parce que l'Église le permet, quelle viande on va manger? Comme aujourd'hui, principalement du bœuf? Ah non, surtout pas. Le bœuf, d'abord, c'est très rare. Ensuite, quand on a la chance d'en avoir un, on le garde pour y attacher la charrue. D'accord, donc qu'est-ce qui reste? Des volailles, des poules, des poulets? Ah non plus, les volailles, ça ne mange que des céréales. Or, on a vu que les céréales, c'est vraiment la base de l'alimentation de la famille, qu'il y en a souvent pas assez pour nourrir tout le monde. Et les œufs, à l'époque, sont considérés comme le caviar de l'époque. Ah, carrément? Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il vous reste des cochons, comme ceci, auxquels on donne des pommes de terre, les épluchures de légumes. Enfin, vraiment, un cochon, ça mange de tout. On dit que le cochon, c'est la poubelle de la ferme, donc ça, c'est un animal qui est courant à l'époque de Louis XIV. Qui est assez courant, qu'on va engraisser toute l'année et qu'on va tuer en général au moment de Noël. Et la viande va être consommée par la famille pendant toute une année. Ah, ça veut dire qu'on sait déjà la conserver. On fait les salaisons de cochon comme aujourd'hui.